Et si je te disais qu'une seule famille a contrôlé pendant des décennies les transports, les communications et l'économie de toute l'Amérique? Cette famille a accumulé une richesse si colossale qu'elle équivaut aujourd'hui à plus de 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire époustouflante des Vanderbilt. C'est la dynastie qui a littéralement façonné l'Amérique moderne et dont le pouvoir dépassait celui de certains présidents. Mais leur histoire commence dans la pauvreté absolue. Cornelius Vanderbilt naît le 27 mai 1794 dans une ferme misérable de Staten Island dans l'état de New York. Sa famille cultive quelques terres rocailleuses mais peine à survivre. Cornelius grandit alors pieds nus, ne va pratiquement jamais à l'école et maîtrise à peine la lecture. Mais dès l'âge de 11 ans, ce gamin révèle un instinct des affaires qui va terroriser l'Amérique entière. Il va convaincre sa mère de lui prêter 100 dollars pour acheter un petit bateau de pêche. En quelques mois seulement, il rembourse sa dette. Il commence alors à transporter des passagers entre Staten Island et Manhattan. L'une des choses qui aidera Cornelius à avancer tout au long de sa vie, c'est qu'il ne voit pas les obstacles comme des difficultés, mais seulement comme des opportunités. Quand ses concurrents augmentent leurs tarifs, lui casse les prix pour récupérer toute la clientèle. Et quand ces mêmes concurrents tentent de le faire couler, il va racheter leur bateau, peu importe le prix. À 16 ans seulement, il possède déjà une flotte de péniches et emploie des dizaines de marins. Ses méthodes se révèlent brutales, il n'hésite pas à saboter les bateaux concurrents ou encore à corrompre les officiels du port. Cette agressivité impitoyable forge sa réputation et lui vaut le surnom de Commodore, un titre qu'il gardera toute sa vie. Mais la guerre de 1812 contre l'Angleterre transforme Cornelius en homme riche. Pendant que certains fuient les combats, lui transporte vivres et munitions pour l'armée américaine sous les bombardements ennemis. Ces contrats militaires ultra lucratifs lui permettent d'agrandir massivement sa flotte. Mais Cornelius ne se contente pas de profiter de la guerre, il va l'anticiper. Dès 1815, convaincu que la paix va relancer le commerce, il investit tous ses profits dans de nouveaux bateaux à vapeur révolutionnaires. L'innovation technique devient son obsession. Vanderbilt comprend avant tout le monde que les bateaux à vapeur vont remplacer les voiliers. Il étudie chaque détail de ces machines nouvelles, améliore leur moteur et optimise leur consommation de charbon. Ces bateaux à vapeur deviennent les plus rapides et les plus fiables de la côte Est. Cette supériorité technologique lui assure un avantage décisif sur tous ses concurrents qui s'accrochent aux anciennes méthodes. Mais c'est là que Cornelius va révéler son génie stratégique. Au lieu de se contenter du transport local, il va viser l'international. Dans les années 1850, quand l'or californien déclenche une bruée vers l'ouest, Cornelius crée une ligne maritime révolutionnaire. Plutôt que de contourner entièrement l'Amérique du Sud, ce qui est un voyage périlleux de plus de 6 mois, il organise un trajet mixte. Voyage en bateau jusqu'au Nicaragua, traversée terrestre de l'Isthme, puis nouveau bateau vers San Francisco. Ce raccourci divise par 3 le temps de voyage et fait de Cornelius l'homme le plus riche d'Amérique. L'empire de Vanderbilt ne connaît alors plus aucune limite géographique. Vanderbilt établit des lignes vers l'Europe et transporte rapidement des milliers d'immigrants européens fuyant les révolutions de 1848. Il comprend que ces nouveaux arrivants aux États-Unis constituent une clientèle captive prête à payer cher pour rejoindre leur famille. Ces paquebots luxueux rivalisent avec les plus beaux navires britanniques. Cet homme qui ne savait pas lire pendant son enfance devient rapidement le roi des océans. Mais on arrive dans les années 60, et Cornelius, âgé de 66 ans, va prendre la décision la plus audacieuse de sa carrière. Il vend toute sa flotte maritime pour se lancer dans les chemins de fer. Ses proches le croient alors fou. Pourquoi abandonner un secteur qu'il domine pour se reconvertir dans une industrie qu'il ne maîtrise pas? Mais bien évidemment, Cornelius a calculé son coût. Il a compris que l'avenir appartient au transport terrestre et que les trains vont révolutionner l'Amérique plus encore que les bateaux n'ont révolutionné le commerce maritime. Et la guerre civile de 1861 donne raison à sa vision. Pendant que le conflit ravage le pays, les chemins de fer deviennent l'enjeu stratégique majeur. Cornelius rachète méthodiquement toutes les compagnies ferroviaires en difficulté. Son objectif, créer la première ligne transcontinentale sous contrôle unifié. Cette vision monopolistique effraie le gouvernement, mais Cornelius s'en moque. Il sait que celui qui contrôle les transports contrôle l'économie entière. Ses méthodes dans le ferroviaire dépassent en brutalité tout ce qu'il a fait dans le maritime. Cornelius n'hésite pas à compromettre les législateurs pour obtenir des concessions avantageuses. Il organise des batailles boursières féroces pour ruiner ses concurrents. Sa guerre contre Jay Gould et James Fisk pour le contrôle de l'Erie Railroad devient légendaire. Les 3 hommes manipulent les cours, impriment de fausses actions et soudoient juges et politiciens. Cette lutte titanesque paralyse Wall Street pendant des mois et fascine toute l'Amérique. Mais Cornelius ne se contente pas de racheter des compagnies existantes. Il révolutionne complètement l'infrastructure ferroviaire américaine. Il standardise les écartements de rails pour permettre la circulation des trains sur tout le territoire. Il construit la première gare centrale de New York, cathédrale de fer et de verre qui devient le symbole de la modernité américaine. Il réduit le temps de voyage entre New York et Chicago de 3 jours à 16 heures, transformant radicalement l'économie continentale.
L'influence politique du clan Vanderbilt dépasse celle de nombreux présidents. Vanderbilt finance les campagnes électorales, place ses hommes dans les administrations et influence directement la politique économique nationale. Quand le gouvernement tente de réguler les chemins de fer, il riposte en menaçant d'arrêter tous ces trains. Cette arrogance lui vaut une haine publique tenace mais ne diminue en rien son pouvoir réel. La fortune des Vanderbilt atteint des sommets inouïs. En 1877, à sa mort, Cornelius possède l'équivalent de plusieurs dizaines de milliards de dollars actuels. Cette concentration de richesses dans les mains d'un seul homme n'a jamais été battue en Amérique, si ce n'est par un certain Rockefeller dont nous avons déjà vu l'histoire sur la chaîne. Cornelius détient près de 1% du PIB américain de l'époque, une statistique vertigineuse qui montre l'étendue de son empire économique. Mais l'histoire de la famille Vanderbilt ne s'arrête pas là. William Henry Vanderbilt, fils de Cornelius, n'est pas du tout préparé à gérer cet héritage colossal. Considéré comme faible et incompétent par son père, William a vécu dans l'ombre depuis son enfance. Pourtant, quand il hérite de l'empire familial, il va révéler des talents exceptionnels qui vont surprendre tout le monde. En 8 ans seulement, il double la fortune familiale, portant la richesse des Vanderbilt à des niveaux stratosphériques. William transforme radicalement l'image de la famille. Là où son père était brutal et vulgaire, lui cultive l'élégance et le raffinement. Il devient le plus grand collectionneur d'art de son époque, acquiert des chefs-d'œuvre européens, finance des musées, mais également des artistes. Cette transformation culturelle fait des Vanderbilt les égaux des plus grandes familles aristocratiques européennes. L'argent seul ne suffit pas, il faut aussi le prestige social et intellectuel. Mais c'est Cornelius Vanderbilt II, petit-fils du fondateur, qui va pousser le luxe familial à des extrêmes inimaginables. Il construit à Newport le plus grand château privé d'Amérique, The Breakers, 70 pièces sur 6000 m², décoré par les meilleurs artisans européens. Cette demeure va très vite rivaliser avec Versailles par son faste. Mais Cornelius II ne se contente pas d'étaler sa richesse. Il modernise l'empire ferroviaire, électrifie les lignes, améliore la sécurité et développe le transport de banlieue. Les femmes Vanderbilt, quant à elles, révolutionnent la haute société américaine. Alva Vanderbilt, qui est l'épouse du frère de Vanderbilt II, organise des fêtes d'un luxe inouï qui établissent les codes de la haute société new-yorkaise. Son bal costumé de 1883 coûte l'équivalent de 20 millions de dollars actuels et marque l'entrée définitive des Vanderbilt dans l'aristocratie américaine. Consuelo Vanderbilt, quant à elle, épouse le 9e duc de Marlborough, apportant la respectabilité européenne à la famille. Ces mariages stratégiques tissent des liens forts entre l'élite américaine et la noblesse européenne. Mais l'empire Vanderbilt recèle aussi de zones d'ombre troublantes. Les conditions de travail dans leurs entreprises sont souvent épouvantables. Les accidents ferroviaires se multiplient et les ouvriers meurent par centaines dans leurs chantiers. Cette exploitation systématique de la main-d'œuvre suscite des grèves violentes réprimées dans le sang. Le contraste entre le luxe des Vanderbilt et la misère de leurs employés devient un symbole des inégalités du capitalisme sauvage. Mais l'influence culturelle des Vanderbilt dépasse largement leurs activités économiques. La famille va financer la création de l'université Vanderbilt à Nashville, encore aujourd'hui l'une des plus prestigieuses de l'Amérique. Ils vont engager des architectes qui vont transformer New York. Ils vont également financer des musiciens afin de participer au rayonnement de l'art américain. Et c'est par ce mécénat élitiste que leur nom restera gravé à jamais dans l'histoire. La diversification de l'empire Vanderbilt révèle leur vision stratégique. Ils investissent massivement dans l'immobilier new-yorkais et possèdent des quartiers entiers de Manhattan. Ils financent également les premières compagnies d'électricité, anticipent l'essor de l'industrie automobile et soutiennent les innovations technologiques en général. Cette capacité de diversification des investissements explique leur longévité économique dans un monde en transformation constante. Mais les rivalités entre branches familiales créent des drames dignes de séries télévisées. William Kissam Vanderbilt, qui était marié à Alva, divorce scandaleusement pour épouser une ancienne gouvernante, provoquant un schisme familial durable. Les héritages sont disputés devant les tribunaux, les testaments contestés et les fortunes divisées. Ces querelles internes affaiblissent progressivement l'unité qui faisait la force de la dynastie Vanderbilt. L'arrivée du XXe siècle marque le début du déclin des Vanderbilt. Très vite, l'automobile va commencer à concurrencer le chemin de fer. L'aviation, quant à elle, révolutionne les transports longue distance. Mais le véritable problème pour cette famille, c'est les lois antitrust qui démantèlent progressivement leur monopole ferroviaire. Pendant ce temps, les héritiers des générations suivantes préfèrent dépenser plutôt qu'entreprendre. Le goût du luxe remplace peu à peu l'instinct des affaires et l'hédonisme succède à l'ambition économique. Et la Première Guerre mondiale va accélérer cette décadence. Les Vanderbilt perdent des fortunes colossales dans le krach de 1929.
Ils sont contraints de vendre leur château et liquider leur collection d'art. Reginald Vanderbilt, arrière-petit-fils du fondateur, dilapide sa fortune aux jeux et dans les femmes. Sa fille, Gloria, devient un symbole de cette déchéance, élevée par ses grands-parents et grandit dans un luxe artificiel qui masque l'effondrement familial. Pourtant, l'héritage des Vanderbilt perdure sous des formes inattendues. En effet, Anderson Cooper, journaliste star de CNN, est l'arrière-arrière-petit-fils de Cornelius. Il incarne une révolution moderne de l'excellence familiale, prouvant que le talent peut survivre à la fortune. Cette continuité symbolique montre que les vraies dynasties ne se mesurent pas qu'à l'argent, mais à leur capacité d'influence durable. L'empire immobilier des Vanderbilt façonne encore aujourd'hui New York. Le Grand Central Terminal de New York est une de leurs créations et reste l'une des gares les plus impressionnantes au monde. Leurs anciens palais abritent des musées, des universités ou encore des institutions culturelles. Cette transformation du privé vers le public illustre l'évolution de l'Amérique d'un capitalisme sauvage vers une société plus équilibrée. Les méthodes Vanderbilt inspirent encore aujourd'hui de nombreux entrepreneurs. Leur capacité à anticiper les mutations technologiques, à concentrer leurs moyens sur des secteurs d'avenir, mais aussi à créer des monopoles durables fascine les stratèges modernes. Elon Musk ou encore Jeff Bezos étudient leurs techniques pour dominer leur propre secteur. Cette influence intellectuelle prouve la modernité de l'approche de Vanderbilt. L'analyse de leur déclin offre des leçons précieuses sur la pérennité des fortunes. La concentration excessive sur une seule industrie, le manque de diversification internationale, l'absence de renouvellement générationnel expliquent leur chute. Ces erreurs stratégiques sont étudiées dans toutes les écoles de commerce comme contre-exemple de gestion patrimoniale. La saga des Vanderbilt illustre parfaitement l'évolution de l'Amérique au cours du 19e siècle. Leur ascension coïncide avec l'industrialisation massive, leur apogée avec l'âge d'or américain, et leur déclin avec la démocratisation de l'économie. Ils incarnent à la fois les opportunités immenses et les dérives du capitalisme naissant. Leur histoire nous enseigne que même les empires les plus puissants restent fragiles face aux transformations historiques. Aujourd'hui, quand tu prends le train, navigues sur internet, investis en bourse, tu utilises des concepts inventés ou perfectionnés par les Vanderbilt. Leur vision systémique des transports préfigure nos réseaux modernes. Les Vanderbilt nous montrent qu'une famille déterminée peut littéralement façonner une nation. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Merci.